Monsieur le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants, Monsieur le Président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, Monsieur le Président du tribunal administratif, Monsieur le Président de la Cour des comptes, de la Chambre territoriale des comptes, Monsieur le Directeur des finances publiques, Monsieur le Président du MEDEF, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs du public, ici ou qui nous suivent sur Internet, Mesdames et Messieurs, Yorana à tous. Je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui pour l'ouverture de cette session budgétaire qui est naturellement la session la plus importante de notre vie parlementaire dans l'année civile. Effectivement, comme vient de le dire le président de l'Assemblée de Polynésie, depuis le mois de février 2020, nous traversons une période particulièrement complexe. Et toutes nos certitudes, toutes nos ambitions ont été ébranlées, remises en cause par une pandémie qui a touché lourdement et durablement notre pays. Et on entend dire que ce n'est pas terminé. Nous avons dû faire face à ces défis sanitaires inimaginables. Nous avons dû gérer 2 crises économiques sans précédent. Nous avons dû imaginer des méthodes d'enseignement à distance et il a fallu dégager des ressources budgétaires extérieures et nouvelles pour financer cette situation exceptionnelle. Pour le moment, nous avons pu franchir ensemble et avec l'appui de l'État de multiples étapes. Mais nous sommes bien conscients que le chemin à parcourir pour retrouver une situation normale sera encore long et tortueux. Au cours de la session budgétaire à venir, qui s'ouvre ce matin, nous aurons donc des choix à faire et des priorités à retenir pour servir au mieux l'intérêt de notre collectivité et surtout l'intérêt de nos concitoyens. L'examen du rapport d'orientation budgétaire qui remplace le DOB, prévu dans quelques semaines, vous donnera l'occasion de débattre et définir les axes qui vous paraissent essentiels pour ce projet de budget 2022. Au préalable, il me semble important de partager avec vous des éléments de contexte qui doivent servir de base à nos travaux. Effectivement, sur la situation sanitaire, la dernière fois que nous nous sommes parlé au sein de cet hémicycle, nous avons débattu de l'obligation vaccinale. Votre Assemblée a adopté la loi avec une très large majorité de 48 représentants. Un vote qui a rassemblé les suffrages au-delà des clivages politiques et je vous en remercie à nouveau. Je rappelle que la loi a été adoptée quelques jours avant au Conseil des ministres, le 17 août, et adoptée par votre Assemblée le 20 août, promulguée le 23. Le gouvernement a préparé cette loi au courant du mois de juillet, puis transmis au Conseil sanitaire et social polynésien le 26 juillet. Comme vous l'observez bien avec moi, nous sommes largement bien avant la montée en puissance du Covid Delta chez nous. C'était un moment donc où nous enregistrions 500 nouveaux cas positifs par jour. Des hospitalisations en forte augmentation et 27% de la population, que 27% de la population n'était vaccinée. Nous sommes à la fin du mois de juillet. Je me permets de rappeler ici à nouveau, comme j'ai fait hier devant les représentants du collectif opposé à la vaccination sanitaire obligatoire, que la loi de pays sur l'obligation vaccinale porte sur les seuls salariés qui travaillent en contact avec la population. Il ne s'agit pas, comme en Nouvelle-Calédonie, de vacciner tout le monde. Il ne s'agit même pas de vacciner tous les salariés. Il s'agit d'une obligation qui porte sur les salariés qui sont en contact avec le public. Donc, seule une partie de ces salariés est concernée par cette obligation. Et je rappelle aussi que les enfants mineurs, les sans-emploi,
sont exclus de l'obligation vaccinale. J'entends parler de vaccination obligatoire pour les enfants, je ne sais pas de quelle loi on parle. Les enfants sont exclus, toute la population du SPF est exclue, ne sont concernés que les salariés. Mais je dois avouer que cette loi est controversée. Et certains estiment qu'elle contrevient à la plus élémentaire des libertés, comme on le dit en métropole d'ailleurs, sur l'obligation sanitaire. Certains se réfèrent donc pour ce faire aux articles 1, 3, 5 et 35 de la Déclaration des droits de l'homme. Donc je me suis naturellement posé la question, pourquoi pas l'article 4 ? 1, 3, 5, 35. L'article 4 nous dit ceci: la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice de nos droits naturels, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. De ne pas mourir, de se soigner, de se protéger, de respecter les autres. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Ce sont donc les limites que vous définissez ici, au travers de règlements, ou que le Parlement définit au travers de lois. J'ai dit également aux représentants des collectifs que j'ai reçus hier, et j'étais accompagné du ministre de la Santé et du chef des urgences du CHPF, qui assistait à cette réunion, que les conditions sanitaires actuelles n'étaient pas réunies pour que nous puissions répondre favorablement à leur demande, à leur insistance de suspendre tout ou partie de la loi et encore moins de l'annuler, bien sûr. Je fais allusion ici, vous l'avez bien compris, pour ceux qui ont bien lu cette loi, au fameux article 6 qui autorise effectivement le président de la Polynésie française de déroger à certains articles de la même loi, mais pas d'annuler cette loi. Je ne prendrai donc pas le risque de mettre en danger la majorité de la population. Je leur ai aussi dit que nous ne sommes pas là, nous, gouvernement, vous, Assemblée, pour embêter les gens, pour les sanctionner. Ce n'est pas l'objectif. Nous ne sommes pas là pour cela. Nous sommes là pour répondre, et uniquement répondre, à l'urgence d'une situation critique et surtout sauver des vies. Sauver des vies. Sauver des familles. En tout état de cause, 6 recours en annulation de la loi ont été déposés, auxquels s'ajoute le dernier recours déposé par le Taveni Huiratika. 7 recours. Bon. Nous attendons que le Conseil d'État nous indique s'il convient de faire évoluer le texte adopté par votre Assemblée ou s'il l'annule totalement. Mais ce qu'il y a, mesdames et messieurs, c'est que le virus, lui, n'attend pas. Le virus n'attend pas. Quand on a eu des morts, quand on a eu des hospitalisations. Et le virus ne fait pas de droit. Il ne fait pas du droit. Il continue son travail destructeur. Il envoie des gens à l'hôpital, tous les malades, et empêche le système de santé de fonctionner correctement, parce qu'effectivement, nous sommes obsédés par ce Covid, mais à côté de cela, il y a les malades. Il y a ceux qui ne peuvent pas bénéficier d'un traitement normal parce que l'hôpital est saturé. Il plonge nos familles dans le deuil et déstabilise durablement nos modes de vie traditionnels.
Alors bien sûr, comme le président de l'Assemblée, je voudrais à mon tour et au nom du gouvernement, en notre nom à tous, adresser à nouveau à ces familles nos condoléances les plus attristées. Leur dire naturellement que nous sommes auprès d'eux. Leur dire que nous prions pour eux. Leur dire que nous ne sommes pas insensibles à leur douleur. Mais est-ce suffisant? C'est l'objet de notre combat. Éviter que ce phénomène ne recommence. 144 décès enregistrés au début de cette crise, vers la mi-juillet. 144 décès. Aujourd'hui, plus de 610 morts. Soit plus de 465 décès en 2 mois. Voilà le constat. Voilà le constat. Bien sûr, je vous remercie pour les félicitations, Madame Cross. Merci beaucoup. 90% des personnes décédées avaient au moins une comorbidité et surtout 90% de ces personnes n'étaient pas vaccinées. Voilà la cause. Et je voudrais également que vous reteniez un chiffre. 1 million de francs pacifiques. 1 million de francs pacifiques la journée en réanimation. Soit un coût de prise en charge de près de 40 millions par patient, avec un séjour moyen de 6 semaines pour le variant Delta. Voilà le coût. Voilà le coût pour notre assurance maladie de la CPS. Je le dis et je le répète, seule la vaccination nous permettra de revenir à une vie normale. Si d'ici là nous trouvons autre chose, allons-y. Allons-y. Mais pour l'heure, seule la vaccination peut nous sortir de cette ornière. C'est pourquoi le gouvernement a déployé des moyens colossaux pour mettre en œuvre les campagnes de dépistage, puis les campagnes de vaccination. Nous avons multiplié les vaccinodromes, en ouvrant même les dimanches et les jours fériés, en organisant les tournées dans les îles les plus éloignées et les campagnes d'information grâce au soutien logistique de l'État. Nous avons multiplié les achats de matériel, de blouses, de gants, de masques, de respirateurs, de concentrateurs. J'ouvre ici une parenthèse pour rappeler, comme le dit le docteur Reynal, que contrairement aux affirmations des manifestants et des réseaux sociaux, la prescription par les médecins de traitements alternatifs à base notamment d'ivermectine ou d'hydroxychloroquine n'a jamais été interdite en Polynésie française. Nous n'avons jamais interdit la prescription de ces médicaments. Les médecins ont toujours eu la possibilité, sous leur propre responsabilité, de prescrire ce traitement, sous réserve d'informer les patients que ces médicaments n'avaient pas reçu une autorisation de mise sur le marché pour soigner la Covid-19, puisque ces médicaments ont été créés pour soigner certaines pathologies, pas n'importe quoi. D'où le sujet de l'AMM, de l'autorisation de la mise sur le marché. Mais ils ont toujours aujourd'hui le droit de prescrire ces médicaments. Nous ne les avons jamais interdits, comme il a été dit. Notamment sur l'article où Fritsch lâche ses chiens. Où effectivement, j'étais accusé de mettre le docteur Théran par terre. Mais non, jamais je n'ai interdit quelque prescription que ce soit. J'ai personnellement même donné des instructions, des consignes pour laisser la liberté de prescription dans le respect des règles déontologiques. Aujourd'hui encore, et avec l'appui de l'État qui nous a approvisionnés sans interruption depuis le mois de février 2021 en vaccins, chaque femme, chaque homme, chaque jeune de plus de 12 ans a un accès facile et gratuit à la vaccination. C'est un privilège. C'est un privilège pour le peuple polynésien. En regardant autour de nous, il apparaît que notre démarche est loin d'être isolée. Bien au contraire, puisque
pour ne prendre en compte que quelques exemples, les États-Unis, l'Australie, le Chili, exigent le vaccin à tout passager entrant et sortant de leurs frontières. Je vois aussi que dans notre région, dans la région Pacifique, la Calédonie, comme les îles Fidji, suivent ces mêmes exigences, allant parfois même jusqu'à rendre la vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population, les adultes, comme le fait le Vatican. Alors, franchement, plutôt que de nous déchirer, j'appelle de mes vœux à plus de cohésion. J'appelle de mes vœux à plus de raison, afin que nous fassions bloc contre cet ennemi redoutable. Ne nous trompons pas de cible. Je vous demande de nous unir pour poursuivre le combat que nous menons contre ce virus et ses variants, puisqu'effectivement, Delta va disparaître et donnera naissance à d'autres variants que nous attendons pour le mois de novembre, décembre à venir. Nous nous donnerons ainsi plus de chances pour résister à d'éventuelles nouvelles vagues de la pandémie. Nous nous donnons plus de chances qu'il ne faut pas écarter selon ce que nous ont dit les grands spécialistes et ce que vous entendez à la télévision depuis un certain temps. Il est urgent de se vacciner pour se préparer pour la prochaine vague. Aussi, quand même, et je pense souvent à eux, je voudrais remercier la majorité silencieuse des Polynésiens et des Polynésiennes qui ont fait l'effort d'aller se faire vacciner. Ils sont aujourd'hui plus de 151 000 à l'avoir fait. Je demande donc à ceux qui doutent encore et qui résistent encore qu'au-delà de leurs convictions ou de leurs croyances, seule la protection de notre communauté doit dicter notre choix, doit dicter leur choix. Je vous l'ai dit, malheureusement, il n'y a pas d'autre choix. Au début de la crise, vers la mi-juillet, nous totalisions environ 70 000 personnes vaccinées sur les 7 premiers mois. Je rappelle que les vaccins sont arrivés chez nous au mois de mars. À ce jour, donc, 137 000 personnes, un peu plus, 138 000 personnes disposent d'un schéma vaccinal complet, total, et 151 840 ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. Je ne désespère pas d'atteindre le cap de 180 000 vaccinés chez nous avant la fin de l'année. Bien sûr, comme le soulève le président de l'Assemblée, il faudra qu'on regarde si effectivement, après avoir atteint cette cible, nous puissions décréter que nous serions, dès lors, à ce moment-là, en situation d'immunité communautaire, d'immunité collective. Car, comme il a été précisé, aujourd'hui, on parle d'une 3e dose de Pfizer, on parle d'une 2e dose de Johnson, pour vous dire que les effets des vaccins précédents sont de plus en plus annihilés par la puissance des virus qui circulent. Au regard de la situation exceptionnelle que nous traversons, qui est dramatique, devrais-je dire, avec des réactions parfois épidermiques, voire malsaines qui s'expriment, devrais-je dire qu'il faut effectivement aujourd'hui garder raison et prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Et je souhaite d'ailleurs à ce sujet rétablir quelques vérités. Depuis mars 2020, des moyens considérables ont été déployés au niveau humain, organisationnel, financier, afin de faire face rapidement aux conséquences de ce virus, puis de son variant Delta. Le CHPF a dû en urgence aménager la nef de l'hôpital pour accueillir éventuellement, vous avez vu que ça n'a pas servi longtemps, mais pour accueillir éventuellement des malades supplémentaires
et surtout traiter le maximum de malades. Nous avons dû mettre en place une organisation de médecine de guerre, au Taoné donc, mais aussi à Moréa et à Outuroa, pour nous adapter à la situation d'urgence. Certains peuvent mettre un voile pudique sur tout cela et le contester, comme certains le font. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la réalité, c'est celle-là. Tous nos hôpitaux étaient débordés. J'ai donc demandé au ministre des Finances de me proposer très rapidement des mesures supplémentaires qui concourent encore plus à accompagner ma population. Je pense notamment aux moyens de suivi médical individuel à domicile. À ce sujet, je proposerai, je pense que les textes sont pratiquement prêts, de mettre en PPN tout le petit matériel sanitaire indispensable aux familles. On s'est rendu compte, par exemple, que l'oxymètre pouvait effectivement anticiper des situations qui peuvent s'aggraver si cet appareil n'était pas en possession de ces familles. Mais tout ce matériel n'est que peu de choses sans le plus essentiel des capitaux, le capital humain, la ressource humaine. Je pense en particulier aux milliers de nos agents publics, privés du système de santé. Je pense aux brancardiers, aux agents de services hospitaliers, aux aides-soignantes, aux infirmiers, aux médecins, aux volontaires et aux bénévoles dans les vaccinodromes, aux pompiers, bref, à tous ceux qui font que la réponse sanitaire est à la hauteur des enjeux. Il me paraît donc injuste et irresponsable d'accabler le personnel du centre hospitalier du Taoné et de les accuser du pire, alors que les centaines de malades ont été traités dans des conditions médicales optimales, malgré l'afflux de nouveaux cas chaque jour. Je profite de cette occasion pour rendre hommage à nouveau à toutes ces personnes de l'État, du pays, des communes, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur religion ou leur origine. Je veux leur dire à toutes et à tous toute notre gratitude et saluer non seulement leur engagement, leur dévotion, leur abnégation, mais aussi leur discrétion. On ne les a pas beaucoup entendus. Et pourtant, ce sont des gens qui souffrent. Ce sont des gens qui ont mal, qui ne dorment pas, qui ne prennent pas leur congé, qui ne voient pas leur famille. On ne les a pas entendus. Je n'oublie pas non plus l'aide que nous a apportée la métropole et bien sûr aussi la Nouvelle-Calédonie. J'adresse à nouveau mes remerciements au gouvernement central de la France, mais aussi à nos amis calédoniens au gouvernement de Kanaki. Toutes ces personnes qui se sont dévouées à nos malades l'ont fait par amour pour leurs prochains, conformément aux enseignements de notre Père céleste. Soigner les hommes est un sacerdoce, mais certainement pas une religion. Ici, le service public que je considère comme étant la mission la plus noble qui puisse exister n'a jamais eu autant de sens que durant cette pandémie. Ce sont des hommes et des femmes qui le font vivre. Merci, merci pour votre application. La Polynésie vous en est reconnaissante. Mes chers amis, aujourd'hui, après 1 an et demi de pratique et de prise en charge des patients du Covid, je ferai organiser d'ici la fin de l'année un colloque rassemblant tous les praticiens du secteur public et du secteur privé ayant eu à prendre en charge des malades Covid, des patients Covid. Je veux les réunir. Je veux les entendre. Ce serait un colloque construit notamment sur les retours et les échanges d'expériences sur la prise en charge et le traitement de cette maladie, de ce virus. En faisant ainsi, je veux rassurer les Polynésiens sur notre volonté constante de protéger toute notre population,
Pour cela, avec un recul d'expérience désormais intéressant, il devient donc utile d'ouvrir un large débat entre toutes les personnes concernées. Je veux dépassionner, redonner de l'objectivité à cette lutte contre le virus. Mes amis, cette crise nous conduira rapidement à réfléchir à nos modes de vie, de réfléchir à nos modes de consommation. Car une grande majorité, une grande partie des personnes qui nous ont quittés présentaient des pathologies à risque. Près de 80% d'entre eux, dont 50% étaient en situation d'obésité, de surpoids. 50% de ceux qui sont partis. Alors il faut effectivement en prendre conscience. Cela signifie que nous devrons faire évoluer nos habitudes et que nous donnions à l'exercice physique une place plus importante. La prévention et la promotion de la santé constituent une priorité de la politique de santé publique de la Polynésie française, définie dans un des axes des orientations stratégiques 2016-2025. Vous en avez eu connaissance. Le pays s'est engagé dans une stratégie cohérente et audacieuse pour la prévention, notamment en fixant en priorité la réduction du surpoids et de la prévalence des maladies évitables. À cet égard, la direction de la jeunesse et des sports a lancé en 2017 un dispositif que l'on connaît tous, Météi Sport Santé, géré depuis 2019 par la direction de la santé. Favoriser le sport santé reste un des axes de travail retenus par le ministère des Sports. En effet, améliorer l'état de santé de la population en favorisant l'activité physique, et sportive de chacun, avec ou sans pathologie, est primordial. Ne pas attendre que l'on soit malade pour favoriser l'activité physique. Aussi, afin de lutter contre la sédentarité, les conduites addictives, le dopage et de promouvoir des activités physiques et sportives comme facteur de bien-être, le pays apporte son soutien au travers de subventions aux associations sportives notamment, pour le développement d'actions de prévention et de promotion de la santé. En concertation avec le ministre en charge des sports, mais aussi avec l'aide des communes et des associations, nous devons porter une nouvelle dynamique pour favoriser la démarche. Je veux également et solennellement affirmer que la transition alimentaire doit devenir, sans plus attendre, un axe central et prioritaire de nos politiques publiques. Nous viendrons devant vous puisque le gouvernement veut pouvoir entamer avant la fin de cette année un plan stratégique sur 10 ans fixant le cadre de nos actions dans ce domaine. Aussi, sous la conduite du vice-président, M. Thierry Alpha, ministre en charge du secteur primaire, une table ronde sera organisée courant du mois d'octobre et elle réunira toutes les parties prenantes, institutions, services administratifs, acteurs économiques, associations, afin d'élaborer une charte et définir le plan d'action stratégique pour la transition alimentaire de notre pays, et ce, pour les 10 prochaines années. Voilà pour la partie sanitaire. Sur la situation économique, depuis 2 ans, nous traversons donc une période de crise successive. Toutes nos prévisions de retour à la normale ont été contrariées par les à-coups que nous impose la gestion de cette crise. En fait, je devrais dire, les crises économiques, car entre le confinement total du pays de mars à mai 2020, le pic pandémique de novembre 2020, la fermeture des frontières de mars 2021, il faut constater que la situation est à chaque fois différente. Et à ces égards, nous devons imaginer
Et nous devons réactiver des mécanismes de compensation pour limiter la casse et les effets collatéraux sur les entreprises et sur leurs salariés. L'État, dans ce domaine, a beaucoup donné, notamment via le PGE, que nous connaissons tous aujourd'hui, les prêts garantis par l'État, avec plus de 950 bénéficiaires. 950 sociétés du Fénois ont bénéficié de ce PGE pour près de 55 milliards aujourd'hui de prêts. Ou encore, via le Fonds de solidarité de l'État, le FSE, avec 73 772 aides accordées pour un montant de près de 24 milliards de francs pacifiques. L'un, c'est un emprunt, effectivement, qui aide à reconstituer les outils. L'autre, c'est une subvention. Il y a eu, malgré tout, si l'on en fait le total, et dû à l'injection par l'État de moyens financiers pour nos entreprises, il y a eu, bon an, mal an, près de 80 milliards de francs pacifiques mis à la disposition de nos entreprises. 55 PGE, 24 FSE. Le pays a également mobilisé de son côté des moyens importants, tant au niveau des aides à l'emploi que des aides aux entreprises. Je reviendrai d'ailleurs sur ces points dans quelques instants. Mais force est de reconnaître qu'avec ces dispositifs financiers exceptionnels, mais aussi grâce, il faut le reconnaître, grâce au comportement citoyen, au comportement courageux, résilient d'un grand nombre de nos chefs d'entreprise ou d'un grand nombre de nos artisans, la catastrophe économique que nous craignons a été en partie évitée. Il y a eu les aides, mais il y a aussi le comportement courageux de nos chefs d'entreprise. Et je n'oublie pas les Polynésiens qui, par leur acte de consommation locale, ont aussi, eux, contribué à faire tourner la machine. Je retiendrai deux indicateurs qui me paraissent significatifs. Le premier, c'est le PIB. La dernière publication du CEROM, vous savez, cet organisme qui examine ces comptes, qui traite donc des comptes économiques rapides de la Polynésie, vient d'estimer le PIB 2020 de l'année dernière à 607 milliards de francs contre 675 milliards l'année précédente. 607 contre 675. Rappelons-nous qu'en juin 2020, nos experts anticipaient une chute du PIB comprise entre 12 et 15%. Or, il s'avère que la baisse n'a été que de 7,6%, soit une évolution comparable à celle de la France hexagonale. C'est à peu près le taux, effectivement, de la chute du PIB. Sur l'indice de l'emploi salarié, en juin 2021, nous l'avons tous lu dans la presse, l'indice de l'emploi salarié du secteur marchand a augmenté à cru de 4% en glissement annuel, c'est-à-dire proche de son rythme pré-Covid, qui était de 4,4% en février 2020, juste avant le début de la crise. Le maintien de dispositifs publics de soutien à l'emploi sur la période a donc contribué efficacement à l'évolution du marché du travail. Néanmoins, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Et je suis bien conscient que des secteurs ont été particulièrement touchés par la crise, et notamment le tourisme, bien sûr, et le transport aérien. Les acteurs de ces secteurs ont connu des chutes d'activité brutales et non rattrapables. Je veux parler des pertes de leur chiffre d'affaires comprises entre moins 50 et moins 80%, c'est vertigineux. Cette situation a également concerné les entreprises liées, comme les prestataires de services touristiques, que connaît bien le maire de Burabura, les salles de sport, certains restaurants, et j'en passe. Je puis vous affirmer qu'en concertation avec le commissaire, avec l'État, nous ne cesserons de nous mobiliser pour sauver le plus grand nombre d'entre elles et d'adapter les dispositifs d'aide tant que cela sera possible. Je pense notamment à notre compagnie aérienne ATM, qui rencontre depuis 2 ans de fortes perturbations liées à la fermeture des marchés.
Au-delà de l'avance en compte courant que nous lui avons accordée de 2 milliards 100 millions dernier, qui lui a été donc accordée, et en concertation avec l'organisme d'État qu'est le CIRI, le Comité interministériel de restructuration industrielle, nous travaillons depuis plusieurs mois sur un plan de restructuration financière qui vous sera présenté d'ailleurs prochainement. Il devrait permettre à la compagnie à la Tiare de pouvoir tenir le choc et de continuer à remplir sa mission fondamentale que nous lui avons confiée, à savoir la desserte de notre pays et le développement de son industrie touristique. Notre mission à tous, et je pense que vous y adhérez tous, c'est de sauver, coûte que coûte, cette compagnie. Cette crise économique sans précédent nous a aussi renvoyé des signaux de résilience positifs, avec d'un côté un niveau d'investissement privé qui ne faiblit pas. L'investissement privé dans notre pays ne faiblit pas. Et de l'autre, la constitution d'une épargne monétaire importante. L'argent n'est pas sorti du pays, en résumé. Au global, les actifs financiers détenus à ce jour par les agents économiques résidents représentent, tenez-vous bien, à plus de 700 milliards de francs. Ces réserves représentent des potentialités de consommation et d'investissement qui accompagneront, je le souhaite et effectivement, j'en rêve peut-être, mais qui accompagneront la relance dont je voudrais dire quelques mots. Nous avons également été surpris et rassurés par la réactivité des marchés touristiques au cycle d'ouverture et de fermeture de nos hôtels. En juillet 2020, la reprise a été réelle. Sans la fermeture des frontières en mars 2021, l'année aurait été très bonne pour les acteurs du secteur. Mais ce phénomène a été encore une fois plus vif en juin 2021, où en quelques semaines, nos hôtels se sont remplis à un rythme que nous n'avons jamais connu. De même, l'évolution de l'indicateur du climat des affaires de l'IOM a enregistré une hausse de 7 points en 2 trimestres, bien au-dessus donc de sa moyenne de longue période. Les entreprises affichaient alors une conjoncture favorable et des perspectives positives pour le 3e trimestre 2021. Pour conclure sur ce volet économique, et en retenant l'hypothèse d'une bonne maîtrise de la situation sanitaire en 2022, nous devrions reprendre le chemin de la croissance et de la création d'emplois. Une hypothèse, c'est celle de la maîtrise de la situation sanitaire en 2022. Un moyen, se faire vacciner. Nous protéger et éviter la propagation du nouveau virus qui devrait arriver chez nous, qui est déjà chez nous. Le mu est déjà chez nous, vous le savez. Mais il faut rester prudent. Et je souhaite vous signaler quelques points d'attention et de risque à intégrer dans nos préventions. D'abord, la disparition progressive des dispositifs d'aide de l'État et du pays, car naturellement, nous ne continuerons pas à aider. Tant que de besoin, oui, mais nous ne continuerons pas à injecter autant de milliards dans le circuit. Donc ces aides qui ont contribué fortement à la sauvegarde de notre tissu d'entreprise. Il faudra donc que la reprise soit forte. Il faut que cette reprise soit partagée pour éviter cet écueil. Deuxième point, le niveau élevé de la dette de nos entreprises, notamment via le PGE, qui pourrait effectivement altérer leur capacité d'investissement et absorber une grande partie de leur trésorerie. Dans l'attente de décisions qui pourraient être prises au niveau national pour les secteurs les plus fragiles, il faut être conscient de ce risque systémique. Troisième point, les besoins de recapitalisation d'un certain nombre d'entreprises qui nécessitera l'activation, voire le renforcement de nos outils de capital investissement. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est le cas de notre compagnie aérienne, donc il faut renforcer et activer nos outils de capital investissement, notamment via la SOFIDEP,
et nous l'espérons bien sûr, via la Socredo, au travers de sa filiale OCI, mais aussi la Banque des territoires qui a manifesté sa volonté d'accompagner les entreprises pour leurs fonds propres. Et enfin, dernier point d'attention, l'inadéquation de l'offre et des demandes d'emploi. L'inadéquation de l'offre et des demandes d'emploi. Car dans certains secteurs, les dirigeants nous alertent sur l'absence de certaines compétences techniques. Cette situation pourrait retarder la reprise et nécessitera une forte attention du CEFI et des organismes de formation. Nous devons y veiller et c'est dans ce contexte incertain, mais aussi encourageant sous certains aspects qu'il faudra tracer sa route et bâtir des projections budgétaires solides et porteuses de la reprise. Ça va être votre travail dans les jours à venir. Mais cette reprise passe aussi par le plan de relance 2021-2023, vous connaissez. Le gouvernement, sous la coordination de notre ministre des Finances, de l'économie, s'est mobilisé rapidement pour répondre aux attentes de la population et des acteurs économiques. Sur 2021, la grande majorité des efforts, de nos efforts, a été consacrée à la sauvegarde de l'emploi, vous l'avez compris, et qui a grandement contribué à maintenir une économie endogène, interne, robuste. Ces dépenses, bien que conséquentes, étaient nécessaires. Parallèlement, nos services, nos établissements publics, nos SEM ont déployé les premières actions de relance. Je pense notamment à l'aide à l'investissement des ménages, dans sa forme adaptée pour 2021, qui a permis de mobiliser massivement l'épargne des Polynésiens vers les acteurs du bâtiment et de l'artisanat. Nous avons injecté, le pays a injecté 1,3 milliard de francs pacifiques. Avec l'effet de levier, c'est-à-dire ce qu'a provoqué cette aide de 1,3 milliard, 3,3 milliards correspondent au niveau d'accompagnement théorique. 1,3 milliard a engrangé, 3,3 milliards derrière. Ce sont donc plus de 3 milliards d'épargne, dont je vous parlais tantôt, des Polynésiens qui ont été mobilisés. En donnant un petit coup de pouce, ça provoque effectivement la consommation. Si vous regardez attentivement les chiffres, vous les retrouverez sous forme de chiffres d'affaires, de TVA, de charges sociales, de salaires. Pour soutenir le tissu économique des petites entreprises, nous nous sommes aussi appuyés sur le dynamisme des structures, comme l'a dit, ou Initiative Polynésie. Ces deux associations ont bénéficié chacune d'une enveloppe de 173 millions de francs dédiés à des prêts d'honneur. Vous les connaissez, en particulier dans les îles. 173 millions de francs dédiés à des prêts d'honneur, à des prêts à taux zéro avec 2 ans de différé. Pour nos entrepreneurs, notamment ceux ne répondant pas aux critères bancaires conventionnels, c'est une chance et nombreux sont ceux qui l'ont saisi. Pour les entreprises plus structurées, nous avons renforcé, vous le savez puisqu'on est passé là, nous avons renforcé les capacités d'action de la SOFIDEP, notamment en capital investissement, afin que les hauts de bilan soient renforcés. Avec les représentants du monde économique désormais pleinement associés, nos services techniques ont tenu une première série de rencontres courant du mois de juillet dernier, afin de dresser un point de situation à mi-année et de proposer des mesures d'ajustement le cas échéant. Je crois à cette méthode. Elle incarne le discours que nous portons, qui est celui-ci: nous nous en sortirons que collectivement, que solidairement, en nous écoutant et en apprenant les uns des autres. Dans les prochaines semaines, le plan de relance va entrer dans une nouvelle phase de déploiement, plus intense, car nous disposons désormais des moyens et de nos ambitions. Et je voudrais là vous annoncer une bonne nouvelle, puisque nous avons finalisé les discussions avec l'État sur le prêt garanti numéro 2, le fameux PGE2, auprès de l'Agence française de développement. Grâce à cet apport externe conséquent, nous parlons tout de même de 36 milliards de francs. Il s'agit là d'argent que nous pourrons utiliser
en particulier pour financer notre plan de relance. Et je voudrais, puisque j'en parle, remercier effectivement l'ensemble de nos parlementaires qui ont activement agi à Paris aussi pour que nous puissions avoir cette garantie. La réponse est arrivée avant-hier. Hier, nous avons donc pu, en Conseil des ministres, préparer le deuxième collectif budgétaire qui devrait vous arriver la semaine prochaine. Et ce financement va nous servir effectivement. Sur le plan budgétaire, nous n'avons pas encore l'argent. Il sera vraisemblablement mobilisé en début d'année prochaine. Mais sur le plan budgétaire, naturellement, il nous servira énormément. Vous le voyez, en dépit des aléas de cette crise sanitaire, en dépit de cette nouvelle vague, nous avons tenu le cap et nous sommes résolus à ne pas dévier de trajectoire, malgré tout ce que l'on peut entendre. 2020 fut une année de sauvegarde. 2021 est une année mixte. 2022 sera l'année de la relance par l'investissement, de soutien, sera l'année de soutien à l'offre qui dynamisera la compétitivité de nos entreprises, donc de l'emploi. Sur ces soutiens à l'emploi, aux entreprises, je pense effectivement que nous avons fait ce qu'il fallait faire. Par les mesures d'aide à l'emploi, par les DIES, des ETI, CSE, nous avons évité un choc social massif. Nous avons stabilisé nos emplois et nous avons rendu la reprise possible. Certes, le coût fut conséquent, mais maintenir notre tissu économique s'est avéré moins onéreux que de le reconstruire si nous ne l'avions pas fait. Le maintenir coûte moins cher que de le reconstruire. Si nous avions laissé nos entreprises tomber comme des dominos, je vous garantis qu'il nous aurait fallu ajouter quelques zéros supplémentaires à nos inscriptions budgétaires pour rebâtir. En matière d'emploi, le plan de sauvegarde de l'économie mis en place en 2020 a produit les effets escomptés. Ces effets, c'est quoi? C'est maintenir les emplois menacés par les effets de la pandémie. Pour rappel, en 2020, c'est 12 milliards qui ont été consacrés par le pays à l'emploi, contre 5 milliards en année normale. 2019, nous avions mis 5 milliards. 12 milliards en 2020. Dont près de 6,5 milliards de mesures exceptionnelles afin de soutenir les entreprises et leurs salariés qui, rappelez-vous, étaient en réduction de temps de travail du fait des conséquences de la crise. Les premiers mois de 2021 marquent une progressive sortie de crise du marché de l'emploi. Nous étions tous heureux, janvier, février, mars, de voir effectivement les choses évoluer. Pour le premier semestre, ce seront donc près de 12 000 personnes qui auront été soutenues par les mesures exceptionnelles de soutien à l'emploi. Premier semestre 2021, pour un coût total de 6,6 milliards de francs. Nous savons d'ores et déjà que l'atterrissage 2021 entre les mesures de droit commun et les mesures exceptionnelles sera de l'ordre de 15 milliards de francs au titre du FELP. L'ensemble 2021. Au total, vous relèverez que les aides à l'emploi se montent sur 2 ans à 27 milliards de francs pacifiques. À ceux qui disent que le gouvernement ne fait rien, j'ose espérer que ces chiffres démontrent les efforts et l'engagement réel du pays pour nos familles. Par ailleurs, nous poursuivons la mise en œuvre de la loi relative à la promotion et à la protection de l'emploi, car il faut continuer, bien sûr. De nombreux témoignages nous sont parvenus ces derniers mois sur l'installation de nouveaux arrivants à la recherche d'un emploi et souhaitant s'installer en Polynésie française. Cela me préoccupe et confirme l'intérêt que nous avons effectivement
ensemble à finaliser rapidement la mise en œuvre de ce texte fondamental sur la protection de l'emploi en Polynésie française. Les membres de la commission tripartite de l'emploi local ont été installés. L'observatoire de l'emploi au sein du CEFI est en cours de création avec l'arrivée en juin dernier d'un ingénieur statisticien. Un recueil statistique doit permettre de mesurer les pratiques d'embauche au travers de la déclaration préalable d'embauche, le fameux DPAE, dont le formulaire a été récemment adapté, comportant désormais une identification du métier exercé. Le suivi statistique des déclarations préalables permettrait ainsi de mettre en relation de façon anonyme le métier exercé, la branche d'activité et l'ancienneté d'attribution du numéro d'inscription DN à la CPS. Nous espérons vraiment, dans le courant du 1er septembre de ce premier semestre 2022, prendre le premier arrêté fixant la liste des activités professionnelles soumises à une mesure de protection d'emploi. Pour les aides à l'investissement, il est indéniable que cette mesure économique a bénéficié à bon nombre et permet de maintenir une activité élevée du secteur du bâtiment. Ce pour 2021 et 2022 encore, bien sûr. Les mesures d'accompagnement sont présentes via les crédits d'impôt, par exemple, et d'autres défiscalisations permettent d'accompagner tous les pans de l'économie, avec en particulier donc ce secteur fragile du BTP. Mon vœu le plus cher serait effectivement pour ce secteur de voir des grues de chantier fleurir très prochainement pour la construction. Et là, les services administratifs d'instruction technique se sont mobilisés plus que jamais. Je ne veux pas les oublier, ce sont nos outils. Ce sont nos outils. Je suis fier de ce que nous avons entrepris, car tout ceci a été possible grâce à des ordonnancements, des liquidations de dépenses en temps et en heure, grâce à des mesures de facilitation à destination des entreprises, face à des reports d'échéances, la levée des majorations et pénalités, et plus généralement la bienveillance de notre administration. Je vous concède, ce n'est pas parfait, mais nous sommes sur la bonne voie. Je ne voudrais pas citer ces services ou établissements, car tous ont une place particulière, unique, mais indispensable au bon fonctionnement, mais vous les aurez tous reconnus. Ces services, souvent décriés, ont su suivre et se mettre en ordre de bataille pour répondre à l'urgence. Et je voudrais donc ici les remercier publiquement. En résumé de tout cela, j'ai envie de vous dire, et vous le voyez bien, l'économie, le social, le sanitaire ne s'opposent pas. Souvent on a entendu ces derniers temps, oui, il veut plus faire de l'économie que du sanitaire, il veut plus faire de ceci que de cela. C'est un tout. Sanitaire, le social, l'économie, c'est un tout, c'est un ensemble et c'est un collectif. Dès le début de cette crise, nous avons voulu impérativement soutenir aussi le pouvoir d'achat des familles via le relèvement temporaire des allocations familiales. Vous vous en souvenez. Nous avons mis en place le renouvellement automatique de l'affiliation pour certaines personnes en fin de droit. Recommencer les dossiers, renouveler le dossier, c'est fini. Cette mesure sera poursuivie tant que de besoin. Les aides sociales ont été amplifiées. Mais je ne veux pas oublier l'action des communes en faveur de ces familles, qui sont venues nous accompagner pour soutenir ces familles. Et je veux également remercier toutes les associations dont l'investissement constant et bénévole a permis de compléter nos actions et nos efforts et de faire en sorte qu'aucun Polynésien, qu'aucune Polynésienne ne reste sur le bord du chemin. Et dans cet élan de solidarité, nous avons même, monsieur le maire de Papeete, finalisé l'affectation d'un terrain de 1500 mètres carrés à l'association Te Vayete. Car cela aussi, il ne faut pas les oublier. Nous aurons, mesdames et messieurs, mes chers amis, à l'occasion de l'examen du ROB, du rapport de notre service, l'occasion de décliner l'ensemble des mesures, actions engagées par les différents ministères
Mais pour terminer, je ne veux pas oublier non plus un pan important de notre politique sociale qui œuvre en faveur de la dignité de nos familles, c'est celui du logement. En l'espace d'un an, l'OPH a livré 80 logements dans 4 résidences, entre Tahiti et Montréal. 4 résidences. Actuellement, 11 opérations sont en construction ou en rénovation sur l'île de Tahiti, totalisant 458 logements. 12 opérations pour 498 logements ont obtenu leur permis de construire et sont en phase d'étude. En parallèle, dans nos archipels, dans nos îles, 222 parcelles sont en cours de viabilisation, parcelles de terre, effectivement, assises sur des terrains domaniaux. 222 parcelles sont en cours de viabilisation. Ces parcelles sont destinées à la location-vente pour la construction d'un faré OPH. Elles visent à limiter naturellement l'exode des populations vers les îles, vers Tahiti, en les insistant à s'y installer durablement. 353 farés OPH sont prévus en livraison pour l'année 2021 dans le cadre du programme 1500 farés. Des réhabilitations pour 70 logements sont actuellement en phase d'étude et d'aménagement sur le plateau, dans la commune de Tevayuta. Je veux parler là des résidences de Vahiria. Le montant total de ces travaux s'élève à 14 milliards de francs. 14 milliards de francs, avec une participation, encore une fois, de l'État, au travers du contrat de projet, et naturellement avec le pays. Nous sommes partis de 2 milliards il y a 5-6 ans. Je compte amplifier cette démarche en accroissant l'effet de levier, comme je vous en ai parlé tantôt, sur ces opérations de logement, via effectivement l'utilisation de la défiscalisation nationale et la mobilisation surtout de l'épargne, la mobilisation des fonds d'épargne à long terme, 40 ans, proposés par la Banque des territoires. Cela permettra effectivement aux jeunes ménages débutant dans la vie professionnelle d'accéder beaucoup plus facilement à la propriété. Il nous faut effectivement utiliser ce levier. Ces efforts avec le gouvernement, mesdames et messieurs, je les poursuivrai tant que cela sera nécessaire. Car vous avez, nous avons, j'ai une responsabilité vis-à-vis de ma population et nous devons l'assumer. Je vais l'assumer pleinement. Et parallèlement, il m'incombe de préparer l'avenir. Soyez assurés que malgré effectivement le temps passé à traiter les problèmes du Covid, nous nous y employons. Je m'y emploie avec l'ensemble des membres du gouvernement et vous en verrez au cours de notre session budgétaire la traduction concrète. Les orientations politiques et budgétaires qui vous seront présentées s'inscrivent dans notre programme de mandature sur lesquels nous nous sommes engagés devant les électeurs en 2018. Je continue. Le programme reste ma boussole. Je vous en rappelle les 3 axes. 1. Notre priorité, c'est le social. Fondé sur la nécessité de rendre la Polynésie plus solidaire, plus équitable, en mettant en œuvre un plan d'urgence pour lutter contre la marginalisation d'une partie de la population, en facilitant l'accès aux besoins sociaux essentiels et en assurant la viabilité à long terme de notre protection sociale généralisée. En voici les composantes de ce premier axe. Il reste du travail. Il reste du travail. Le deuxième axe est celui de la modernisation de la Polynésie, la simplification administrative et la révolution digitale. Pas celle dont parlent les autres, mais la révolution digitale. C'est important. Dans laquelle nous devrons entrer résolument. Nous devrons tirer les leçons de notre expérience de gestion d'une pandémie que nous venons de passer et je retiens que le télétravail, que le téléenseignement et enfin que la télémédecine offrent des opportunités réelles
de revoir notre mode d'organisation et nos contraintes de déplacement. Aussi, cette évolution vers un monde numérique devient aujourd'hui une véritable priorité qui doit accompagner les transitions énergétiques et environnementales. Le troisième axe, c'est celui du recentrage de notre économie sur nos moteurs de croissance, le tourisme et l'économie bleue et verte. Ils doivent devenir les locomotives économiques de la Polynésie de demain et à ce titre, ils doivent être fortement soutenus. Vous le verrez au travers, encore une fois, du document budgétaire, nous mettrons l'accent un peu plus sur ces secteurs. Voici, mes chers amis, j'étais un peu lent, veuillez m'excuser. Voici en quelques mots le message que je tenais à vous délivrer aujourd'hui et que je résumerai en une petite seule phrase. Au cœur de cette tempête, nous, le gouvernement tenant d'une main ferme le gouvernail de notre pirogue. Il maintient le cap qu'il s'est fixé et accélère le changement pour mieux anticiper les bouleversements mondiaux qui se précisent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre population et notre pays. Je vous remercie.